Bonjour Monsieur le Préfet. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes avec nous ce matin à quelques jours du départ de votre fonction de préfet de la Martinique. Quel bilan vous en tirez 3 ans après être arrivé ici à Fort-de-France? Un bilan contrasté, parce que nous sommes toujours, et je dis nous parce que je raisonne en collectif, en posture de se poser des questions sur ce que nous avons réussi, mais surtout ce que nous avons échoué ou ce que nous aurions pu faire. Mais globalement, je dois le dire, j'ai énormément de fierté d'avoir servi l'État en Martinique pendant ces mois, d'avoir engagé les travaux que nous avons pu engager dans tout l'éventail possible des dossiers qui ont été portés à ma connaissance, et on peut revenir dans le détail de certains, y compris d'ailleurs sur les 4 derniers mois de crise profonde qu'a traversé la Martinique, et sans évoquer le fond de cette crise, sur la question même de la vie chère, nous avons su poser, mettre sur la table les problématiques, identifier les vecteurs de surcoût en Martinique, fait la démonstration de la mobilisation des services de l'État et de l'État lui-même, même si les contingences politiques nationales retardent la mise en œuvre du protocole. Et je crois que nous avons engagé un processus sur lequel il ne sera pas possible de revenir en matière de travail et de réduction du coût de la vie en Martinique, sachant que ce n'est pas forcément sur les prix que doit porter uniquement l'effort. Il y a d'autres vecteurs sur lesquels doivent porter les efforts pour résoudre ce problème de vie chère. Vous nous le confirmez ce matin. La baisse de la TVA sera appliquée, quelle que soit l'orientation nationale du budget. Les frais, l'approche sera compensée, les frais d'approche seront mis en place et l'État va faire son rôle pour renégocier les conditions d'achat à l'export, comme c'est prévu dans le protocole du 16 octobre. Je vous le confirme naturellement parce que le ministre d'État, ministre en charge des Outre-mer, l'a lui-même confirmé. Nous avons eu une réunion récemment en visio et il a affirmé sa volonté d'avancer dans la mise en œuvre du protocole, dont il fait une priorité avec naturellement la situation des autres territoires, et en particulier Mayotte. Mais sur la question de la TVA, oui, dès que le budget est adopté, nous pourrons appliquer nous aussi la baisse de la TVA, la disparition de la TVA sur 69 familles de produits. Oui, il y a un travail qui avance sur la question des frais d'approche. Nous avons également engagé une démarche, vous le savez, sur la mise en place d'un mécanisme de comparaison des prix qui est essentiel. Et je crois que cet effort de transparence sur les prix et le niveau des prix en Martinique rapporté à d'autres prix de produits équivalents en Hexagone est un effort important parce que ça informera le consommateur de la différence réelle des prix. Enfin, il y a d'autres vecteurs. Les contrôles sont engagés, mais nous les avions engagés et la procédure avait été engagée dès avant les fêtes de fin d'année. Bref, nous sommes toujours mobilisés et l'État assurera les engagements qu'il a pris en signant ce protocole. Est-ce que aujourd'hui, cette lutte contre la vie chère, est-ce que le combat contre la vie chère vous semble devoir devenir la priorité aussi du gouvernement ? C'est une problématique que nous retrouvons partout sur le territoire national. Donc, il n'y a pas... vous le retrouvez dans l'Hexagone, vous le retrouvez dans les territoires d'outre-mer. Je lisais dans la presse martiniquaise qu'effectivement, quand on regarde le niveau des prix, la différenciation est encore plus forte en Guadeloupe qu'en Martinique. Donc, c'est général. Maintenant, ce que montre la situation en Martinique, c'est que la particularité des territoires, du système économique, fait que nous devons apprendre à travailler sur les spécificités du territoire concerné, avec les acteurs concernés, et que l'État doit se rendre disponible, c'est son rôle, pour identifier avec ces acteurs les voies et moyens pour parvenir. Mais oui, c'est une priorité, au même titre que d'autres. Le logement est une priorité en Martinique. Les infrastructures constituent une priorité. Infrastructures portuaires, vous savez qu'on y a beaucoup travaillé. Le niveau des loyers, enfin bref, il y a énormément. L'agriculture, avec le CTEA, qui fait partie du protocole également, et sur lequel nous continuons à travailler, avec le soutien que ça va apporter aux petits agriculteurs en faveur de la diversification et de l'autonomie alimentaire. Bref, il y a énormément de priorités. Nous sommes engagés sur toutes celles-ci. Est-ce que vous quittez le territoire avec un message à apporter au gouvernement sur une nécessité d'évolution institutionnelle en Outre-mer et singulièrement une nécessité d'évolution institutionnelle en Martinique ?
Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, c'est aux acteurs martiniquais. À titre personnel, j'ai évolué dans ma façon d'appréhender les particularités territoriales martiniquaises. Je rapporterai mes conclusions au gouvernement lorsque j'aurai l'occasion de rencontrer ses représentants à Paris, où je serai la semaine prochaine. Mais je pense qu'effectivement, et disant cela, je ne réglerai pas le problème. Nous sommes arrivés au bout d'un cycle. Il faut savoir comment dépasser ce cycle sur la question des responsabilités, sur la question des normes, sur la question donc du pouvoir normatif ou pas, et des responsabilités. Mais bien sûr qu'on voit que nous sommes arrivés au bout d'un cycle, et ce sont les acteurs martiniquais eux-mêmes qui le disent. Il faut maintenant qu'ils s'emparent collectivement de cette question et qu'ils fassent des propositions collectives au gouvernement. C'est ça le plus important. Et j'insiste sur ce message. On ne peut pas porter sur un problème équivalent. Le gouvernement ne peut pas avoir 50 interlocuteurs différents qui disent « j'ai la bonne solution ». Il faut qu'en amont, à mon avis, si les Martiniquais veulent avancer sur cette question-là, qui est un pan essentiel de la fierté du territoire, il faut qu'ils aient la capacité de travailler en amont et de parler avec une seule voix, en tout cas avec des objectifs communs qui soient supérieurs à toutes les différences qui s'expriment sur ce territoire. L'un des chantiers qui a été l'un des chantiers prioritaires depuis 3 ans, c'est le chantier de la violence, la circulation des armes, les faits de violence avec armes blanches et armes à feu. Malheureusement, les chiffres sont toujours aussi inquiétants. Est-ce qu'on est impuissant face à cette circulation des armes en Martinique ? Reprendre l'expression impuissance serait reconnaître qu'il n'y a rien à faire. Or, depuis 2 ans, nous avons beaucoup travaillé. Malheureusement, il y a un temps de montée en puissance des dispositifs qui n'est pas celui avec lequel les voyous, les gangs, les trafiquants investissent le territoire martiniquais. Nous le savons, celui-ci est gangréné par le trafic de stupéfiants, il est gangréné par le trafic d'armes, et au-delà, vous le savez, également par toutes sortes de trafics d'importation illégale, y compris sur les produits alimentaires. Donc il faut multiplier les contrôles, et nous l'avons fait là-dessus. Maintenant, sur la question précise de la délinquance, je l'ai dit, il faut aussi là qu'il y ait un travail des acteurs eux-mêmes. Quand vous savez que 80% des atteintes aux personnes, donc des faits de violence en Martinique, sont des faits de violence intrafamiliale, c'est-à-dire qui se déroulent entre amis, entre membres d'une famille ou dans une maison. 80% des faits de violence relèvent de cette violence intrafamiliale. Donc il faut vraiment s'interroger, et c'est un travail de fond que nous avons engagé avec les élus, avec les maires dans le cadre des CLSPD, de prévenir l'expression de cette violence. Ça ne rend pas moins légitime aussi les efforts que nous faisons, je l'ai dit, sur la surveillance que l'on dit périmétrique du territoire. Sur cette question-là, vous le savez, on en parle depuis longtemps, on a pu railler ça, les délais. Les radars vont être mis en place d'ici le mois de juin. D'ici le 6 février, le fameux drone arrivera en Martinique et pourra commencer à être déployé avec l'apprentissage des télépilotes qui vont apprendre à se servir de cet outil particulièrement innovant. Nous avons réformé aussi la façon dont travaille l'action de l'État en mer avec un bureau interministériel permanent qui permet de joindre et de mixer en fait la façon de travailler des douanes, des armées, de la gendarmerie, de la police. Donc c'est une culture commune de la lutte contre les trafics qui est en train de se mettre en place. Ça exige un temps de mise en place, de montée en puissance. Il n'en reste pas moins que l'an passé, les saisines de drogue ont montré que le volume des saisines de drogue ont montré que nous avons progressé en la matière. Voilà, mais la violence reste prégnante, la banalisation de l'usage des armes reste très préoccupant, et nous allons faire porter nos efforts là-dessus. Un dernier mot plus léger, tout comme votre prédécesseur, Stanislas Cazel, vous avez déjà quelques chansons de carnaval qui vous ont été consacrées, les jours gras approchent. Ça vous amuse? Ça vous surprend? Comment vous avez perçu cette appropriation dans la culture? Fallait s'y attendre. Carnaval, c'est carnaval. C'est le moment de dérision, c'est le moment où on
on se moque de tout, y compris de ce que l'on aime. Si ça peut être un honneur, même si parfois les mots peuvent être un peu crus, d'avoir sa chanson à Carnaval. Mais je souhaite par-dessus tout que cette manifestation puisse se faire en pleine sécurité et qu'elle permette à toutes les Martiniquaises et tous les Martiniquais d'en profiter pleinement jusqu'à la fin, jusqu'au mercredi décembre. Merci beaucoup, monsieur le préfet Jean-Christophe Bouvier, d'avoir été notre invité ce matin.